Alors, notre débat, je vous propose que nous l'articulions autour de 4 thèmes qui se terminent tous par le son ans, le sens, la distance, les compétences et la gouvernance, qui sont, me semble-t-il, 4 thématiques sous-jacentes à pas mal des aspects qui sont évoqués dans ce film. Alors pour commencer, je vais tout d'abord passer la parole à chacun de nos intervenants pour que finalement ils nous disent, ils ou elles, pourquoi finalement ont-ils accepté d'ailleurs de venir participer à ce débat qui est relativement provoquant pour des personnes qui sont elles-mêmes issues du monde des médias. C'est pas forcément évident de venir débattre après la projection d'un tel film. Alors je vais tout d'abord passer la parole à Louis Dreyfus, qui est le président du directoire du journal Le Monde. Donc voilà, la question est tout simplement, qu'est-ce qui vous a amené à accepter finalement cette invitation à venir débattre autour d'un film qui est quand même, somme toute, assez difficile, assez provoquant par rapport à l'univers des médias. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, parce que c'est pas, tout le monde n'a pas forcément accepté de cette invitation. Alors moi j'avais vu le film un peu avant sa sortie, donc effectivement j'avais déjà eu l'effet de souffle, donc là je le faisais. J'ai eu le temps d'être un peu anesthésié. Non, ça me semble important de venir pour témoigner de plusieurs choses, même si je suis patron de la partie entreprise du Monde, hein, je ne suis pas le patron de la rédaction. Mais il y a plusieurs choses que je voulais dire. Je trouve le film très bien fait, et le film souligne quelque chose qui est indiscutable en termes de sectarisme ou de relations incestueuses d'une partie des médias. Mais néanmoins, je pense que l'aspect tous pourri qu'il induit, un peu ce que disait un des intervenants quand on nous dit que Daniel Cohen, meilleur économiste de France, se trompe, est-ce que ça veut dire que ça jette un voile sur toute la profession? Il faut quand même nuancer un peu ça, donc je vais essayer au cours du débat de vous rassurer, vous redonner confiance dans ce qu'on essaye de faire, parce que la critique qui est faite dans ce film, d'ailleurs par quelqu'un qui m'a l'air de survivre assez bien dans le groupe Le Monde, qui est Serge Alimi, on en a assez conscience et on essaie progressivement de se protéger de ces dérives, et c'est ce que j'essaye de défendre, d'où ma présence ici. Je vous remercie. Puisque vous parliez effectivement des économistes qui sont eux aussi critiqués dans ce film, je me permets de poser la même question finalement à Hubert Kempf, qui est l'ancien président de l'Association française de sciences économiques, l'AFSE. Voilà. Vous avez un deuxième micro, monsieur Kempf. Merci. Bonjour, merci. Je suis surtout professeur de sciences économiques à l'École normale supérieure de Cachan. Je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne fais partie d'aucun conseil d'administration et que je vis mon salaire. Vous me posez la question pourquoi ai-je accepté de venir à ce débat? D'abord parce que vous m'y avez invité et c'est un débat qui me semble utile parce qu'il nourrit le débat démocratique, mais précisément parce que, outre ce film, il y a eu d'autres attaques ou d'autres produits médiatiques, soit des livres, soit le film Inside Jobs, qui a également mis en cause les économistes, peut-être plus directement encore que là, puisque là c'est surtout un film sur les journalistes, et je voudrais un petit peu avec vous réfléchir sur ce qu'est le travail d'un économiste, et effectivement essayer de penser cette articulation difficile entre la production scientifique, la nécessité de vulgariser ces résultats ou ces controverses, et aussi la nécessité de venir donner des éléments pour nourrir le débat démocratique. Merci, M. Kempf. Alors je passe la parole maintenant à Jacques Tranzo, qui se trouve là. Jacques est rédacteur en chef adjoint et ancien vice-président de la Société des journalistes de l'Express. Et moi j'ai pitié de vous parce que vous allez avoir un torticolis, donc je vais être devant. Mais sans vouloir monopoliser, parce que juste par commodité. Moi j'avais déjà vu le film, donc je suis pas maso, je suis quand même revenu. Je suis revenu parce que j'aime mon métier et que je veux qu'il soit compris.
Donc si vous êtes là, je pense que c'est pas uniquement pour vous faire avoir le plaisir de vous faire des journalistes, parce que ça fait du bien. Moi j'ai rigolé un peu comme vous. J'étais triste aussi à d'autres moments. Et si j'ai répondu à l'invitation, c'est que j'ai envie de reconstruire une relation de confiance, si possible. Il y a des moyens. Ce sera le thème, j'imagine, de ce soir. Sur le film en lui-même, c'est un film de combat, en fait. Et je reprends le terme des auteurs, ou je crois que c'est Yannick Kergouak, qui, en présentant son film, a dit c'est un film de combat. Donc si je veux être déplaisant, à un autre moment, à une autre période, à une autre époque plus exactement, un film de combat, c'est un film de propagande. Si je le dis, c'est que il faut prendre ça avec le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, c'est que les films de combat et de propagande, ça déplace la pensée, c'est-à-dire ça choque, c'est fait pour irriter, c'est comme Paul disant. Donc c'est bien, c'est toujours utile. C'est le fondement normalement du métier de journaliste, c'est d'irriter, c'est d'exciter la curiosité et la pensée. Et après, il y a le côté négatif, c'est qu'évidemment, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est une claque, donc on la prend et après on construit. Merci Jacques. Alors, Dominique Radalier, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à accepter cette invitation? Vous qui êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes, le SNJ, qui êtes journaliste à France Télévisions. Je suis journaliste à France 2 aussi. D'abord, mais c'est à titre syndical que je suis ici. En tout cas, bonsoir à tout le monde. C'est la troisième fois que je vois le film. Je n'ai vu que la fin là, mais la première fois, j'ai cru tout connaître. La deuxième fois, j'ai trouvé très riche. La troisième fois, il me passionne. Et bien, probablement, je le verrai encore d'autres fois. Et moi, ce que j'espère, et c'est pour ça que je suis ici aussi, c'est que ce film soit une sorte de, au-delà de la claque dont parlait Jacques Franceau tout à l'heure, qu'il soit un électrochoc pour les politiques, pour ceux et celles qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire tous les citoyens, que nous sommes aussi, et aussi pour la profession. Et pour moi, ce film est une aide à des choses que nous dénonçons ou que nous voulons construire depuis des années syndicalement. Et vous savez bien qu'en France, il y a une censure plus grave que les autres, c'est l'information sur l'information. Et il y a encore une censure non dite qui est l'information syndicale. Et quand un syndicat fait de l'information sur l'information, vous n'en entendez pas souvent parler. Et c'est pas pour nous hausser du col, on s'en fiche. C'est que ce que l'on veut dire, c'est que cette profession doit se réformer profondément de l'intérieur. Voilà pourquoi je suis là aussi. Merci Dominique. Même question à notre ami Yves Agnès. Yves est l'ancien rédacteur en chef, ancien rédacteur en chef au Monde, et il est le président de l'association de préfiguration de la conseil de presse en France, l'ATCP. Il est également l'un des membres fondateurs de l'ODI, l'Observatoire de la déontologie de l'information. Oui, c'est effectivement, j'avais déjà vu le film. J'étais d'ailleurs allé volontairement parce que vraiment j'avais déjà lu le bouquin d'Amy, donc je trouvais que c'était intéressant. Alors, bien sûr, c'est un film, Jacques a dit de combat, c'est un film très idéologique et donc son propos est quand même un petit peu réducteur. Et moi, ce qui me frappe, enfin une des choses qui me frappe, c'est que la critique est quand même très dirigée contre une élite autoproclamée de journalistes parisiens qui sont des éditorialistes, des chefs de rédaction, des présentateurs, etc. Et je crois que quand même, ce qu'on peut dire par rapport au film, c'est que c'est quand même pas tout à fait la vie des 37 000 journalistes professionnels en France, quoi. Donc voilà. Alors pourquoi je suis là? Parce que la plupart des choses qui sont dites dans ce film sont vraies. Elles sont de toute façon vraies. Leur interprétation est souvent vraie. Ça mérite réflexion. Et en tout cas, c'est parmi les raisons, et pas les seules, justement, je crois qu'on va aller au-delà de ce film, qui font qu'il y a une coupure, un divorce, un fossé maintenant qui s'est établi depuis, et qui se creuse encore chaque année davantage, entre le public et les médias et les journalistes.
Et depuis une dizaine d'années, c'est là-dessus que je réfléchis, que je travaille avec l'association que je préside. Et donc il faut, comme disait Dominique, il faut trouver des solutions, ou Jacques, il faut essayer de voir comment sortir cette profession du manque de crédibilité, de la mauvaise réputation qu'elle s'est faite. Bien, merci Yves. Dernier de nos intervenants à prendre la parole, Roland Gory, qui est l'un des membres fondateurs de l'Institut de Confiance, dont on parlera dans quelques instants. Roland est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, et il est l'initiateur d'un mouvement assez important, même très important, qui a mobilisé 90 000 personnes il y a 2 ans, 3 ans. Je laisse la parole. Je te remercie Pierre, d'abord j'ai accepté aussi parce que tu m'avais invité. Et puis je voudrais peut-être, puisque tu évoques la question de la des appels, moi il me semble que ça n'est pas que le problème du journalisme, que ça n'est pas que le problème des médias. C'est le problème aujourd'hui de nos métiers et de la manière dont effectivement ils peuvent être à la fois pervertis, instrumentalisés, à la fois par une logique de marché, c'est une évidence, mais aussi la logique du marché d'un point de vue, je dirais, culturel, d'un point de vue symbolique. Et il n'y a pas seulement les affinités électives, le copinage, les conflits d'intérêts, il n'y a pas seulement la façon de se mettre au service, il y a eu d'autres films d'ailleurs là-dessus, de se mettre au service du patronat. Il y a aussi véritablement une crise de la démocratie qui résulte d'une crise de la culture, et au sein de la culture, l'information a une place prépondérante. Mais enfin, on y reviendra sûrement dans le débat, je crois que c'est véritablement une crise éthique, parce qu'une crise, je dirais, des valeurs, un conflit de loyauté pour la plupart des professionnels. Je vais prendre le cas de la psychiatrie, je vais prendre le cas de l'université, je vais prendre le cas des acteurs culturels, des enseignants, des éducateurs, enfin des magistrats. Conflit de loyauté entre, d'une part, l'éthique de nos métiers, c'est-à-dire ce pourquoi finalement ils ont été créés, effectivement informer, débattre, éduquer, soigner, etc. Et puis une autre logique, d'autres valeurs qui se sont progressivement incorporées au sein même de ces métiers. On parlait très vite de la logique gestionnaire, de la logique de marché. Voilà, alors, si tu veux, je voulais simplement signaler ce point. Je crois que c'est ça qui est important. J'ai fait un petit peu partie, percevoir votre intervention. Donc, du coup, je voulais quand même dire quelque chose. Il me semble aussi qu'il y a véritablement une croyance qui apparaît tout au long du film. La croyance, c'est un délire sectorisé, comme on dit un peu dans le jargon. Cette croyance, c'est que finalement la concurrence va rendre indépendant et va augmenter le pluralisme. Et là, je crois que quelque chose est en train de s'effondrer aujourd'hui concernant cette croyance. Bon, alors bien sûr, je ne vais pas en reparler, Pierre Dussault a fait de très beaux travaux sur le sarko-berlusconisme, etc. Je crois qu'il y a une alliance effectivement libéraux-libertaire, comme on disait tout à l'heure, qui est extrêmement importante. C'est peut-être de ça dont il faut parler, parce qu'encore une fois, c'est vrai, pas que dans le domaine du journalisme. On a aussi pensé que, en mettant en concurrence les chercheurs, puisque j'ai beaucoup investi de ce côté-là, en mettant en concurrence les chercheurs, on allait avoir de l'excellence. En mettant en concurrence les secteurs culturels aussi. Ça, c'est une logique d'audimat, alors du coup, et on voit bien aussi comment, effectivement, cette culture du métier de journaliste a aussi, en quelque sorte, contaminé la plupart des hommes métiers. Merci Roland. Alors, avant de vous repasser la parole, et puis de passer aussi, bien sûr, la parole aux autres participants et à ce débat dans la salle, je voudrais quand même aussi dire un mot de qu'est-ce qui a fait sens pour l'Institut Confiance, que je représente, et qui nous a motivés à organiser ce débat autour de ce film. Alors, un petit mot sur l'Institut Confiance. C'est un think tank, comme on dit, dont je suis à l'initiative il y a à peu près un peu plus d'1 an, et avec à mes côtés, au départ, une vingtaine de personnes se sont mobilisées, ont souhaité s'engager autour de la question suivante: comment collectivement pourrait-on restaurer la confiance entre politique, administration, acteurs économiques et financiers, experts et scientifiques, syndicats, médias et citoyens.
Vaste programme, un peu utopique peut-être, pensez-vous. C'est possible, en tous les cas, ça nous semble salutaire et tout à fait essentiel d'engager ce débat aujourd'hui, effectivement. Et il faut croire que nous ne sommes pas les seuls, nous n'étions pas les seuls à penser cela utile, puisque d'une vingtaine de personnes au départ, nous sommes aujourd'hui pas loin d'une centaine à être membres de cet institut et à s'être engagés de manière très active, nous pensons et nous espérons, autour d'un certain nombre de thématiques spécifiques, parce que l'idée n'est pas simplement de rester dans des généralités autour de la confiance, la méfiance ou la défiance, mais bien d'aborder les problèmes, comme nous le faisons d'ailleurs ce soir, autour de ce que nous avons appelé d'ailleurs des cas de confiance précis, qui portent sur 7 grands domaines. Nous avons identifié 7 grands domaines thématiques, qui sont donc 7 groupes autour desquels se sont regroupés les uns et les autres de ses membres. Je vous les cite rapidement. Confiance et gouvernants, politique, médias et citoyens. C'est ce groupe d'ailleurs qui est à l'origine de notre événement de ce soir. Un groupe qui s'appelle Confiance, marché financier, développement économique, emploi. Un groupe Confiance, culture et éducation. Un groupe Confiance, management, évaluation, dialogue social. Un groupe Confiance en l'avenir, confiance en la science, en partenariat avec l'Académie de l'éthique, représentée par Hervé Lannet qui est ici présent. Ce groupe est lui-même divisé en un groupe Confiance et sciences du développement, énergie, eau, alimentation. Un autre groupe s'appelle Confiance, médecine, santé, société. Et je ne sais pas si j'en oublie, j'en oublie un, qui est le groupe Confiance et politique de sécurité de justice. Or, pour avoir commencé à travailler concrètement sur des cas de confiance dans à peu près tous ces groupes que je viens de vous citer, eh bien, force est de constater qu'évidemment, le rôle des médias, et ça ne vous étonnera pas, est absolument primordial dans cette problématique de la confiance ou de la défiance ou de la méfiance, quels que soient les domaines étudiés. Donc, il nous a semblé particulièrement important, effectivement, de creuser ce sujet de la relation qu'il y a entre les médias et le reste de la société dans cette problématique de la confiance. Et donc, comme beaucoup d'entre vous, j'avais vu ce film il y a quelques mois, et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas passer à côté du fait d'organiser une séance de ce film autour de laquelle on puisse organiser un débat. Effectivement, nos intervenants ont accepté, parfois courageusement, je dirais, de venir débattre avec vous autour de cette question. Alors, je serais tenté de repasser la parole à nos intervenants, et puis ensuite certainement à la salle aussi, bien sûr, autour de cette première question, de ce premier thème du sens. Et ce que je serais tenté de vous demander, c'est finalement, il est dit, je ne sais plus quel intervenant dans le film, quelle personne interviewée, parle à un moment de se faire les gardiens de l'ordre social existant. Ça m'amène à poser la question, est-ce que finalement, est-ce que l'on peut parler d'intérêt général lorsque l'on parle de médias ? Et si oui, est-ce que tous les médias ont une vocation d'intérêt général ou non ? Qu'en pensez-vous ? Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, parmi nos intervenants. Écoutez, je suis quand même surpris du ton doctoral qu'empruntent vos interventions en ce sens. En ce sens, que vous avez dit... Attendez une seconde, monsieur, vous pouvez juste vous présenter. Vous passez le micro. Écoutez, j'ai peine à me présenter, parce que je pense que 2 ou 3 personnes ici me reconnaissent, n'est-ce pas ? Je suis journaliste, j'ai été journaliste professionnel pendant 35 ans. Pendant 21 ans, de 1962 à 1983, j'ai écrit des articles qui étaient souvent extrêmement désagréables. Ils ont vraiment déplu. Je pense que j'ai été foutu à la porte du journal grâce à M. Ferenczi que je vois là. Mon sort a été celui des oubliettes. Vous n'êtes pas M. Ferenczi ? Ah non. Alors pardon. Excusez-moi. J'ai été foutu à la porte du journal. Mon nom, alors, dira peut-être quelque chose aux gens qui disaient Le Monde il y a... oui, il va bien, vous ne connaissez pas Gilbert Comte. Alors, je sais bien que, voyons voir, quel âge avez-vous maintenant ? Quel âge avez-vous maintenant, Agnès ? Maintenant ? Non, mais vous le dites, dites-le, quel âge avez-vous ? 72 ans. Quel âge ? 72 ans. Donc, moi, je viens de fêter mes 80. Vous voyez, les oubliettes, ça entretient, n'est-ce pas ? Alors, à partir de là, je dirais, je recommence. Vous avez parlé savamment, monsieur Dreyfus, de livres de propagande. Oui, c'était un film de combat. Et alors, le thème du film, pardonnez-moi, le thème essentiel, c'est quand même la malhonnêteté intellectuelle et la mauvaise foi
à longueur d'années depuis environ 30 ans. Peut-on, et c'est ma question, parler savamment de malhonnêteté intellectuelle et de mauvaise foi sans le minimum d'indignation, sans dire que nous avons affaire à des gens réellement corrompus et que la corruption, ça ne s'analyse pas scientifiquement, ça se combat complètement et totalement, mais à condition d'avoir évidemment le sens du courage, d'avoir le goût, et même de penser que l'intérêt général ordonne des sacrifices. Et je termine ceci, pendant toutes les années où j'ai exercé mon métier dans le monde, et M. Agnès peut le dire, c'était quand même souvent en première page. Souvent en première page. C'est-à-dire que j'avais obtenu ce qu'on peut appeler une belle réussite personnelle, et compte tenu qu'il a été fait allusion aux origines sociales des journalistes, je devrais dire, ça complètera la description, que mon seul diplôme, c'était le certificat d'études primaires, que j'ai quitté l'école à 14 ans, n'est-ce pas, que je n'ai jamais eu aucun diplôme, et que le français que j'exerçais, eh bien, il venait de mon indignation, n'est-ce pas. Par conséquent, et là je termine complètement, on ne peut pas parler de la corruption de la France contemporaine uniquement en termes savants. Merci monsieur. Alors, oui, lequel des deux veut, puisque vous avez tous les deux au monde, aujourd'hui vous avez au monde, vous répondre à ce monsieur. Et par rapport à cette question d'intérêt général, que je viens de poser, qu'est-ce que... Oui, plus précisément, il me semble que je lui ai posé la question de savoir si toute l'information était d'intérêt général, ou si seulement un certain nombre de médias pouvaient appartenir à cette catégorie. Pour moi, toute information est d'intérêt général, y compris les journaux d'entreprise, y compris les journaux professionnels, y compris la presse people, y compris tout ce que vous voulez. De toute façon, il y a dans l'être humain a besoin de savoir ce qui se passe, il a besoin d'avoir des éléments pour réfléchir, et pour moi, c'est ça qui fonde l'intérêt général. Maintenant, si on parle de l'intérêt général dans le domaine politique et social, à ce moment-là, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fonde la profession de journaliste à avoir ce statut particulier, si ce n'est l'intérêt général de l'organisation de la société, c'est-à-dire la démocratie. C'est-à-dire que pour que cette démocratie fonctionne, et c'est pour ça qu'en France nous avons eu le statut de 1935, pour que cette société fonctionne, il faut qu'il y ait des informations. Et j'ajouterais, mais j'en termine, et si possible, des informations de qualité. Et donc le problème que nous avons maintenant en France, c'est que cette qualité est en baisse, et que, notamment du point de vue déontologique, du point de vue de l'exactitude des faits, du point de vue de l'équité des parties quand plusieurs sont en cause, du point de vue des rapports avec les sources, etc., il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce qui fait que, pas seulement l'appartenance des gens à une pensée dominante, comme le dit Phil, mais aussi toutes ces imperfections de la profession ont creusé le problème. Alors la question d'intérêt général, c'est qu'effectivement, l'information, ça concerne tout le monde, ça concerne la société, ça concerne les citoyens. Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelée dans la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur tout autre. Ce sont les premières phrases de la Charte d'éthique professionnelle des journalistes. Elle est proposée par le SNJ à toute la profession, elle date de 1918. C'est la première, c'est la plus connue, c'est la plus importante. Les employeurs n'en veulent pas, bien évidemment. Et si je vous lis cette première phrase, c'est parce que c'est ça qui donne du sens à notre profession, c'est-à-dire la responsabilité devant vous, citoyennes et citoyens, de donner des informations complètes, honnêtes et pluralistes.
Nous vivons une crise sans précédent dans cette profession. Je ne vais pas la résumer parce que chacun a une idée de cette crise, mais nous avons des solutions, outre cette charte qui devrait être reconnue par tout le monde, annexée à notre convention collective, et qui soit déclarée opposable, c'est-à-dire que les citoyens puissent s'en saisir. Il faut rééquilibrer dans les entreprises de presse le domaine de l'information par rapport au domaine de la publicité, du marketing, des actionnaires qui ont pris une importance gigantesque et déséquilibré le fragile équilibre de chaque entreprise de presse. Pour ça, il y a une solution assez simple qui est de reconnaître juridiquement le droit moral collectif de l'équipe rédactionnelle. Il y a d'autres propositions à faire, mais celle-là, par exemple, en ce qui concerne la presse écrite, il y a une arme nucléaire qui sont les aides à la presse. Quand je dis une arme nucléaire, c'est parce que les employeurs s'en servent depuis des années, majoritairement sans contrôle réel de cet argent public qui sort de nos poches, mesdames et messieurs, et pour lesquels nous avons beaucoup de propositions à faire. C'est-à-dire, premièrement, les remettre à plat. Deuxièmement, rendre transparent les subventions. Troisièmement, s'assurer qu'elles sont données à des entreprises qui observent le droit social, c'est déjà la moindre des choses, qui observent l'éthique professionnelle, c'est aussi la moindre des choses, etc., etc. Oui, il y a des choses à faire. Et j'espère bien que nous n'aurons pas à attendre 30 ans, comme le dit le film dans sa conclusion, parce que les lois Mauroy, moi je suis de celles de la génération qui se sont battues en espérant, avec les annonces du Premier ministre de l'époque, qu'on verrait enfin une profession qui serait un petit peu aidée de l'extérieur aussi à devenir meilleure. Et puis malheureusement, les lobbies ont été trop forts à cette époque. J'espère bien que ça ne va pas être le cas maintenant. Merci. Alors avant de passer la parole à Louis Dreyfus pour répondre un petit peu à ce que Dominique vient de dire, je passe juste la parole à Madame, si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour Sabine. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Indignés du PAF. Voilà. Et je partage l'indignation de monsieur d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais ajouter un peu de l'eau dans le moulin par rapport à la corruption. Il y a un économiste, Philippe Aguillon, qui dit qu'effectivement en France, il y a un problème. C'est-à-dire que les relations entre les industriels, les médias et les hommes politiques sont des relations incestueuses. Et est-ce que, quand on étudie par exemple l'exemple européen de l'Allemagne, on s'aperçoit que les Allemands, après la guerre, les Allemands ont confiance dans leurs médias, ils ont confiance dans leur presse, dans leur télévision, dans leur information. Et on s'aperçoit qu'après la guerre, l'Allemagne, suite à ce qui leur est arrivé, suite à leur histoire, puisqu'ils ont eu Goebbels quand même comme ministre de l'information, ont mis en place des mesures très précises, très strictes pour garantir l'indépendance des médias. Et c'était que notamment, aucun industriel ne pouvait investir dans un groupe de médias. Donc ils ont eu des groupes de médias très puissants qui se sont constitués, presse, radio, télévision, en indépendance. Ils ont eu des contre-pouvoirs aussi au niveau de la télévision publique. Et nous, et c'est ce que dénonce justement ce film, on a laissé les industriels finalement s'emparer de certains groupes de médias. Oui, pour le BTP, l'armement, donc tout le complexe militaro-industriel. Et finalement, ces gens-là, est-ce qu'ils s'occupent réellement d'information ou plutôt de défendre leurs intérêts grâce à des groupes de presse? On voit l'exemple de Bernard Tapie qui veut revenir en politique et qui finalement se dit je vais m'acheter un journal. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, effectivement, par la législation, couper vraiment cette relation entre l'actionnaire, entre l'industriel et les médias, et avoir des groupes de presse et de médias indépendants? Alors, sur ces deux questions, ces deux interpellations qui ont été exprimées, Louis Dreyfus est bien placé pour pouvoir nous répondre, lui qui dirige un groupe de presse. Voilà, et je vous le passe. Bonjour. Je comprends pourquoi je disais que certains avaient été courageux de venir. Je pense qu'il y a deux sujets qui sont différents. Le premier, c'est un sujet de capteur qui est probablement relevait notre interlocuteur, ancien journaliste au Monde. C'est qu'on a effectivement une profession, je parle de la presse nationale, qui est constituée de gens très parisiens, très masculins, qui ont fait les mêmes études et à qui il manque désormais beaucoup de capteurs pour comprendre ce qui se passe dans le pays. Et qu'il est de plus en plus difficile, à mon avis, pour les médias nationaux de défendre l'intérêt général ou de comprendre en tout cas les préoccupations nationales quand on a
des journalistes qui sont aussi segmentés. Moi, avant de venir au Monde, il y a quelques années, je dirigeais Libération aux côtés de Serge July, alors avec une rédaction qui est censée être plus ouverte, plus atypique que le reste. Et on avait eu deux événements qui nous avaient marqués. Le premier, c'était au moment des émeutes à Clichy-sous-Bois, donc au moment où il y a eu les premiers incidents. On avait envoyé un soir de bouclage un journaliste qui est aujourd'hui à Mediapart en reportage, et il nous avait appelé à minuit en disant « il ne se passe rien ». Il ne se passe rien parce qu'il s'était trompé de banlieue. Il était à Clichy-la-Garenne et pas à Clichy-sous-Bois. C'était un journaliste de Libé, donc on s'est dit bon, on est en train de passer à côté de toute une évolution de la société. Et puis 5 mois plus tard, vous vous souvenez, il y avait eu ce fait divers d'un jeune juif, Ilan Halimi, qui avait été torturé, persécuté et tué à Bagneux, et Libé avait fait sa une et un grand reportage sur cette barre de banlieue où ces gens avaient pu vivre aux côtés de ce calvaire sans s'en apercevoir. Et le reportage était brillant, sauf que Libé s'était trompé de barre HLM. C'est pas la peine, il s'était trompé de cité. Et on s'est dit avec Serge, on est en train de passer à côté des choses, on a une génération de journalistes qui n'est plus représentative de l'entièreté du paysage français. Et au bout d'un moment, il est logique qu'il y ait un décalage fort entre l'audience qu'on cherche à avoir et la réalité de la population française, à partir du moment où nos journalistes ne représentent qu'une infime minorité des journalistes, donc de la population. Donc ça, je pense que c'est la première problématique, et que si on veut restaurer des relations de confiance, il faut qu'on apprenne à avoir des rédactions qui soient plus en prise, ou qui ressemblent plus au public qu'on essaye à qui on essaye de parler, et c'est ce qu'on essaye de faire par moment ici, au Monde. L'autre chose, c'est effectivement une chose de gouvernance, c'est qu'il y a un tel soupçon en France de corruption, pour reprendre vos termes, entre les gouvernants et les médias, que si on ne surligne pas les barrières juridiques, et c'est un peu le cas en presse, où il est plus facile d'avoir des barrières dans des groupes de presse avec des droits de veto sur l'animation des directeurs de la rédaction, ou des dispositifs qui permettent aux journalistes d'éviter une ingérence. Pardon ? Ça n'existe nulle part, le droit de veto. Si, ça existe au Monde et à Télérama. Ça existe au Monde. Oui, ça existe. Il faut même qu'il y ait 60%, écoutez-moi, il faut qu'il y ait 60% de majorité pour que quelqu'un soit choisi. C'est la même chose, Olivier, à Télérama, 50%. Pareil. Donc, non, mais ça existe. Non, mais c'est des vrais droits de veto. C'est-à-dire que là, on va nommer un directeur du Monde s'il n'a pas 60% des journalistes. Voilà. Donc il y a... droit de confiance, ouais, mais c'est plus fort. Il faut qu'il y ait 60% des gens qui votent pour lui. Voilà. C'est un droit de veto à 40%. Donc il y a des choses comme ça, mais effectivement, le fait qu'aujourd'hui les actionnaires de groupes de médias soient de plus en plus visibles, identifiés, crée un doute sur la rigueur parfois ou le degré d'exigence éditoriale des médias. Moi, je pense qu'on peut théoriquement avoir accès à leur puissance d'investissement sans pour autant que ça change la ligne éditoriale des journaux. Il y a une frontière qui n'est pas toujours évidente à respecter, mais qu'on peut bâtir. C'est-à-dire que je ne vois pas... c'est un peu comme si on disait, parce que le service public, parce que l'État parce que le service public vit de la redevance, l'information du service public n'est pas fiable. Parmi les grands acquis du service public audiovisuel français, il y a la qualité de l'information, qui est respectée par tout le monde. Et dans les grands standards, on parle d'Inter, de France 2, comme France 3, comme en termes de qualité d'information. Et pourtant, il y a un lien direct avec l'argent public. Donc je pense que c'est pas parce qu'il y a un lien entre un actionnaire et qu'il y a un lien ou qu'il y a un conduit financier que pour autant ça décrédibilise les contenus. Mais il faut, jour après jour, prouver qu'il n'y a pas de lien, et ça c'est un exercice très compliqué. Alors Roland veut intervenir. Est-ce qu'on peut lui apporter le micro ? Donc, très brièvement, pour essayer de répondre à ta question, et à partir aussi de la réponse de M. Agnès, moi je ne suis pas sûr du tout que toute information aille dans le sens de l'intérêt général. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, la forme de censure sociale porte
par un procédé absolument paradoxal, c'est presque un maximum, c'est-à-dire par la surinformation. Et à partir de ce moment-là, il y a une mise en scène des faits divers et variés, que l'on consomme sans qu'il y ait un souci de formation critique du téléspectateur ou du lecteur. Je crois que c'est un point qui pour moi est important, c'est-à-dire que ça dépend de ce que vous appelez information. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait préciser ce point. Si l'information, c'est donner toute une série de faits divers, toute une série comme ça de discours sans les hiérarchiser, sans les dérouler. Parce que ça, c'est un gros problème. C'est un problème d'ailleurs qui avait très bien analysé pour Dieu à propos de la télévision. On n'a pas le temps d'une pensée pensante. On n'a pas le temps du déroulé d'une pensée pensante. Il faut leur passer une information. Je vais en faire un sujet complément. Et chaque fois, mes amis journalistes me conseillent de procéder d'ailleurs comme ça si je veux faire passer une idée. Et donc je crois que la surinformation aujourd'hui, la non-hiérarchisation justement des informations, ça risque finalement de porter atteinte à quelque chose qui est la formation du citoyen dans une démocratie. Oui, bonjour. Marianne Galili-Roméo, je suis membre du bureau des Amis du monde diplomatique. Alors, moi, je voudrais qu'on reparle aussi des choses un peu fondamentales et structurelles qui sont présentes dans ce film, notamment, effectivement, la question du danger pour la démocratie que représentent les situations qui sont évoquées dans le film, les situations de concentration économique, de concentration du pouvoir, de ces relations incestueuses, comme l'a souligné la demoiselle qui fait partie des indignés du PAF. Moi, je trouve que, fondamentalement, on ne peut pas évoquer, d'ailleurs, les journalistes eux-mêmes. Alors, il ne s'agit pas de tous les journalistes, je voudrais faire quand même une nuance. Je ne pense pas qu'on est dans le registre du tous pourri. Les journalistes qui sont mentionnés dans ce film sont nommément mentionnés. Serge Halimi avait écrit un texte que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle « L'art et la manière d'ignorer la question des médias » pour une analyse critique de la question des médias, où il évoquait justement comment on disqualifie, avec 4 ressorts très précis, 4 modes de disqualification de la critique des médias. Et le premier de ces modes est de présenter toute critique comme une critique de l'ensemble de la profession. Or, il ne s'agit pas de tous les journalistes, il s'agit donc de journalistes dont les conditions de vie et d'existence sont souvent très éloignées de journalistes qui, au contraire, font leur métier tous les jours, ou même des pigistes qui ont des niveaux de vie parfois relativement précaires. Et leurs responsabilités sont sans commune mesure, évidemment, avec ceux qui sont mentionnés ici. Il y a d'autres modes de disqualification, on pourra y revenir, mais je pense vraiment qu'il faut nuancer véritablement le fait de penser que ce genre de film, qui est effectivement un film qui, à mon avis, et comme le producteur lui-même a voulu le faire, parce que c'est un film qui a coûté extrêmement cher, qui est effectivement un film de combat, mais un film de combat qui se propose de mettre à jour des choses qui sont effectivement tenues, non pas secrètes, mais voilà, dissimulées, disons, et il me semble que cette clarté est absolument salutaire pour nos situations. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, je voulais aussi saluer la présence dans ce film du journaliste Michel Naudy, qui s'est donné la mort il y a une dizaine de jours, qui avait été mis au placard de France Télévisions. Michel Naudy était un journaliste remarquable, on le voit à plusieurs reprises dans le film. Et donc voilà, je voulais juste avoir une pensée pour lui ce soir. Voilà, j'aimerais dire quelques mots. C'est moi, je suis là. Ah pardon, voilà, je pense que ça serait intéressant peut-être de vous êtes monsieur, juste pour vous présenter. Excusez-moi, je suis journaliste à l'Epoch Times, qui est un journal international, d'information générale et internationale. Ce que je voulais dire, c'est qu'il serait bon peut-être de venir à l'origine de ce film, c'est-à-dire les chiens de garde de Paul Nizan, qui se plaint au début de ce leadership, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'occupent les philosophes, qui presque instaurent une façon de penser, donc qui empêche les gens finalement de penser comme ils veulent, c'est-à-dire donc ils sont entourés, ils sont complètement ils sont occupés comme s'ils étaient dans un camp, quoi, en quelque sorte, les gens. C'est-à-dire que les gens doivent penser d'une certaine façon et pas autrement. Et je pense que ce film-là est un miroir réel
qui fait mal aux yeux parce que c'est la réalité totale, c'est-à-dire que vraiment, réellement, l'information est donnée telle qu'elle, c'est-à-dire il faut absolument penser comme ça, sinon on n'est pas normal, et qu'en fait, tous ces journalistes ne sont finalement souvent, c'est triste à dire, mais c'est la vérité, il y en a quelques-uns qui sont quand même très, qui aiment bien leur profession et qui, déontologiquement, sont comme monsieur d'ailleurs, puisque monsieur nous a dit qu'il n'a pas passé des diplômes, qu'il est passé du certificat d'études, première partie, puis qu'il est passé directement au Monde, ce qui montre quelque part qu'il n'a pas eu d'influence négative, etc. Mais la majorité des gens sont quand même touchés par l'argent, par le désir. D'ailleurs, Michel Field, c'est quand même un truc incroyable. Il passe carrément de l'anarchisme à directement le libéralisme total. Et on se demande comment il a pu, dans sa tête, avoir il a pu avoir un tsunami pareil. Ça, on se pose des questions. Et tout ça pour dire qu'en réalité, ce métier a besoin d'une certaine déontologie, pas d'une morale, d'une règle de conduite. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois être juge et parti, on ne peut pas à la fois être journaliste et trôner dans une émission de télévision avec son patron. Donc, il y a quand même un problème là. Il y a un problème réel d'argent et un problème de profession. Est-ce que l'indépendance du journaliste peut avoir lieu? Est-ce que le journaliste peut avoir une certaine indépendance? Alors, et comment? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que maintenant, quand on voit Le Monde, puisque monsieur s'occupe de la direction du Monde, on se pose la question, avec un monsieur comme, comment s'appelle, Alain Minc, qui à la fois est économiste, à la fois journaliste, à la fois qui touche des pions, des jetons de présence dans toutes les industries, on se demande comment ce monsieur peut avoir une crédibilité. Moi, je me pose la question. Vous avez raison, on s'est posé la même. M. Minc a quitté le journal il y a 4 ans. Eh ben, écoutez, bravo, hein, bravo. Parce que là, dans le film, quand même, c'est voyant. On a l'impression que les gens ont plusieurs professions et pas que la profession de journaliste. Ils sont à la fois économistes, ils sont à la fois journalistes, ils sont à la fois balayeurs, ils sont à la fois... Il y a un problème, là. Alors, bien, monsieur, vous soulevez, je vais ensuite la parole à monsieur derrière, et je dois juste me permettre de rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'il me semble que vous soulevez, et notamment monsieur qui venait de prendre la parole, deux problématiques de fond, qui sont des enjeux, enfin des problématiques très importantes en matière de confiance en général, hein, pas uniquement dans le monde du journalisme, qui est pour l'un le problème des règles du jeu. Il est difficile d'envisager un climat de confiance dès lors que les règles du jeu ne sont pas connues, partagées, qu'elles restent dans le non-dit, et que lorsque ces règles du jeu sont transgressées, eh bien, elles ne soient pas sanctionnées. Hein, si je fais la métaphore avec le sport, avec un match de foot, les règles du jeu, tout le monde les comprend, tout le monde les connaît. Lorsque les joueurs commettent des infractions, enfin, ou des fautes, en général, ils reçoivent un carton jaune et puis ensuite un carton rouge. Alors on me dirait que ça n'empêche pas des tricheries. Voilà. Voilà. Alors peut-être je repasserai la parole à monsieur Dreyfus. Effectivement, est-ce que ces règles du jeu que vous semblez avoir instaurées effectivement au Monde, qui ont l'air de fonctionner à peu près bien, est-ce que vous pensez, vous qui avez d'ailleurs vécu d'autres vies, je dirais, dans d'autres médias, y compris dans la PQR, est-ce que vous pensez que les règles du jeu dans les médias, entre les directions, les actionnaires, industriels ou financiers, les syndicats, les journalistes, les autres salariés des journaux, etc., et les lecteurs, bref, est-ce que les règles du jeu sont à peu près connues, partagées, ou est-ce qu'on est dans une forme d'opacité qui conduit ou qui nourrit un petit peu cette défiance? Non, je pense qu'elles sont connues et partagées entre les journalistes, les dirigeants et les actionnaires. Donc il y a un code de conduite qui est assez clair avec un comité d'éthique qui est dirigé chez nous par Daniel Lebègue, qui dirige Transparency International, donc qui me semble assez éloigné des dérives que vous soulignez. Donc il y a des règles internes qui sont très très bien définies. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour nos lecteurs,
pour le grand public, elles sont aveugles, c'est-à-dire qu'elles sont publiées sur notre site internet, mais évidemment personne ne va les lire sur ce site internet. Il est hors de question de les publier tous les jours dans le quotidien. Donc je pense que, faute d'être connues, c'est l'absence de règles que retiennent les lecteurs ou les non-lecteurs, et le fait que, et donc ces mêmes non-lecteurs ne retiennent que les aspects les plus incestueux de relations des journalistes avec le milieu dirigeant politique, ou les incidents tels qu'ils avaient pu être, si je parle du Monde, comptés par Pierre Péan dans La face cachée du Monde. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, plus les règles sont claires, évidentes et partagées, plus on peut rétablir un climat de confiance, et ce qui est notre intérêt. Pour nous, même patrons de presse, si on veut retrouver des lecteurs, il faut avoir une parole crédible. Je pense qu'au sein du Monde, on a quelque chose d'assez construit et d'assez clair. Il n'en reste pas moins que pour nos lecteurs, c'est, je pense, assez aveugle. Alors on a une société des lecteurs qui permet de relayer ce message, mais que pour les non-lecteurs, qui est notre cible principale, c'est inconnu. Mais je pense que c'est la même chose dans d'autres médias. Il y a France Télévisions et Radio France ont des médiateurs qui sont très efficaces. Je pense que l'essentiel des téléspectateurs français ignorent leur existence. Donc il y a probablement un travail à faire dans ce domaine. Merci. J'en passerai à l'antérieur. Voilà, c'est Yves Agnès, Yves répond et ensuite. Ah oui. Ouais. Là, parce qu'il y a à cause du fil. Sur les règles. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que Louis Dreyfus a parlé de son journal ou d'un journal. On pourrait parler de France 2, on pourrait parler de Sud-Ouest, on pourrait parler. Sauf que ça ne marche plus comme ça. C'est-à-dire que maintenant, l'explosion Internet a fait que il n'y a plus d'électeurs attachés à un journal principalement, affectivement attachés, comme c'était beaucoup le cas, ça l'est encore pour certains titres. Il n'y a plus la chaîne préférée qu'on regarde, à laquelle on est bien attaché. Il n'y a plus la radio préférée, il y a des consommateurs multimédia. C'est-à-dire que maintenant, on ne sait même plus, on ne sait plus où on a lu ça, où on a entendu ça. On est dans un bain d'informations. Alors évidemment, la question peut se poser de savoir s'il n'y a pas trop d'informations, la surinformation, disait Roland Gorier, etc., qui implique justement, pour moi, la surinformation revaloriserait normalement le métier de journaliste, c'est-à-dire celui qui trie et celui qui hiérarchise. Mais comme les médias ne le font pas suffisamment, le public n'y retrouve pas son compte. Mais maintenant, le gros problème maintenant, c'est que la charte du Monde, elle est très bien, à condition qu'elle soit respectée, parce que il n'y avait pas de charte quand j'étais au Monde, mais il y en a eu une après, et elle a été foulée aux pieds dans les années qui ont suivi. Donc, mais surtout, il y a des chartes d'entreprise, il y a des conseils de déontologie ici et là, il y a des médiateurs ici et là, dont au Monde d'ailleurs, ou à France 2, mais surtout, ça ne suffit plus. Parce que maintenant, la critique du public n'est pas une critique du Monde, n'est pas une critique du Figaro, c'est une critique des médias globalement et du système médiatique. Tant que la profession et tant que le public n'aura pas enfin surtout la profession, parce que c'est nous qui sommes en cause, tant que la profession n'aura pas compris qu'il y a un système médiatique et que c'est par rapport à ce système médiatique qu'il faut trouver des solutions pour améliorer les choses, je crois qu'on n'ira pas loin. On ne satisfera pas le public. Merci. Jacques, et puis ensuite Hubert. Sur l'histoire d'Alain Minc, il faut quand même expliquer l'histoire complète. C'est-à-dire que ce personnage a été écarté après un combat homérique mené par la Société des rédacteurs du Monde. Ça a d'ailleurs épuisé l'ancien président de la Société des rédacteurs du Monde, qui a du mal à s'en remettre. C'était un combat extrêmement douloureux. L'histoire complète, c'est l'histoire d'un journal qui a essayé de monter un dispositif après la guerre qui n'a pas fonctionné au bout du compte. Le dispositif voulait que les journalistes aidaient des lecteurs, aidaient des employés salariés
contrôle le journal. C'était une très belle idée. Elle a échoué. Elle a échoué. Aujourd'hui, la Société des rédacteurs du Monde n'a plus qu'une minorité de blocage. Et ce basculement historique, il s'est produit il y a maintenant 2 ou 3 ans, un petit peu plus, avec l'arrivée d'acteurs privés qu'on peut critiquer, Monsieur Pigasse, Niel, Berger. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'équilibre des journaux est toujours un combat, que même dans le plus illustre d'entre eux, ce combat mené par les journalistes, quelque part, a été perdu, et que on est bien en peine d'essayer de rééquilibrer un pouvoir dont le centre de gravité est maintenant entre des mains économiques. Ça veut dire que c'est à nous de nous retrousser les manches, et je trouve qu'on n'est pas très nombreux à défendre cette belle profession. On a besoin des lecteurs, et quelque part, il va falloir imaginer un rapport direct, puisqu'on est alliés dans l'histoire entre journalistes et vous, le public. Trouver le moyen de rééquilibrer ces pouvoirs, ça passera peut-être aussi par des nouvelles structures juridiques. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais il faut trouver le moyen, parce qu'on produit autre chose qu'un pot de yaourt, on produit de l'information, donc une marchandise qui a une caractéristique d'intérêt général, il faut trouver le moyen de trouver le dispositif ad hoc. Tout à l'heure, je ne vais pas être trop long, tout à l'heure, quelqu'un a dit il faut couper le cordon et arrêter ces liaisons dangereuses. Oui, 3 fois oui, 10 fois oui. La presse française, quelque part, souffre d'une sous-capitalisation de la plupart des groupes de presse. Si c'est pour ça, c'est une des raisons qui conduit des riches propriétaires, ceux qu'on dénonce dans le film, à contrôler les journaux. Pour eux, ça change rien, c'est peanuts dans leur activité. Donc c'est quasiment une danseuse dont ils usent et abusent du pouvoir d'influence. Mais à côté de ces gens-là, il n'y a pas grand monde qui investit dans la presse. Dans mon groupe de presse, le groupe L'Express Roularta, l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'Expansion, qui est un superbe titre de la presse économique, était en vente. Personne n'a voulu racheter, ça coûtait pas très cher, personne n'a voulu racheter. Donc il y a un problème capitalistique de fond et un problème d'équilibre du pouvoir qu'il nous faut absolument rééquilibrer. Merci Jacques. Alors, monsieur, là-bas, vous voulez passer la parole, ensuite je le passerai à Hubert Kempf. Et ensuite, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter ? Oui, alors donc moi c'est Charles. Ma fonction, je fais de la recherche fondamentale dans les neurosciences cognitives et accessoirement je participe à un journal citoyen indépendant, justement, qui s'appelle Le Libre, et qui a essayé d'être sans pub et d'essayer d'avoir un éditorial indépendant de tout groupe de pression. Bon, c'est un projet en devenir. J'avais juste 2 petites réflexions et une question bien précise. Justement, je vais profiter du courage de M. Dreyfus qui est présent dans la salle pour répondre éventuellement à cette question précise. Dans un premier temps, une petite remarque générale. Je ne pense pas que ce documentaire vise à décrédibiliser les 37 000 journalistes français, mais plutôt les journalistes starifiés qui, de par leur starification, sont plus à même, on va dire, d'avoir des clés de porte avec certains milieux. Personnellement, moi je suis, malgré Internet, attaché à un journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique, juste parce que je trouve que leur ligne éditoriale est justement courageuse et qu'il n'y a pas de pub dedans. Donc en fait, petite remarque comme ça, et la question précise c'était s'il y avait volonté des directeurs des différents médias ici présents de clarifier les choses, de rendre les choses transparentes, peut-être une règle pourrait être appliquée, à savoir de marquer noir sur blanc tout conflit d'intérêt potentiel d'un intervenant du journal ou du journal même. C'est-à-dire par exemple un économiste qui effectivement maître de conférence à la Sorbonne mais qui est aussi consultant pour des hedge funds, que ce soit précisé qu'il n'est pas que maître de conférence à la Sorbonne, mais aussi consultant pour les hedge funds. Et de la même manière que des journaux comme Le Monde, X ou Y stipulent de manière systématique l'actionnariat qui est derrière ces journaux. Ça permettrait, faute d'avoir totale confiance, d'avoir au moins un minimum de transparence. Donc voilà, je voulais savoir dans quelle mesure c'était réalisable. Merci monsieur. Alors avant de passer la parole à Louis Dreyfus, ça passe à Hubert Kempf, qui est économiste. Oui, je voudrais donc remettre une couche sur Alain pour répondre à la question que vous avez posée sur cette confusion des genres et des rôles. Alain Minck est présenté dans le film comme un économiste. Je regrette de lui annoncer qu'il ne l'est pas. Peut-être que c'est une bonne nouvelle pour vous,
Il est peut-être compétent, intelligent et tout ce qu'on veut, mais il n'a pas la qualité d'économiste, il n'a pas travaillé, il n'a pas été formé au débat, à l'analyse économique. Ça, c'est un point important, et du coup, et la question que vous posez, celle que vous donnez, que vous avez posée, et celle du film, c'est quel est ce statut de ces experts? Ces nouveaux philosophes sont les économistes. Les philosophes de 10 ans, c'est nous. Qu'est-ce que c'est que ces économistes? Je pense qu'ils posent un triple... Le documentaire pose un triple problème. Ils sont peu nombreux, ils sont opaques, et on ne sait pas ce qu'ils font. Derrière, de toute façon, chez les économistes, la situation est assez proche de ce qui est le quotidien du monde des journalistes. Il y a beaucoup d'économistes, la plupart. Le micro là. Excusez-moi. La plupart n'ont pas le contact avec les médias parce qu'ils ne le souhaitent pas, parce qu'ils ne sont pas formés à ça, et parce que on ne les sollicite pas. Je crois tout à fait conforme à ce que vous demandez, que les médias, essayent de toucher un plus grand nombre d'experts. Par exemple, les économistes, mais je ne prends pas particulièrement cette profession. Je pense qu'il faut qu'ils les forment mieux aux nécessités de la chose médiatique qui ne nous est pas familière. Je pense effectivement il faut qu'ils soient transparents. Les techniques modernes, c'est-à-dire le multimédia associé à tout organe de presse, permet d'avoir une fiche d'information sur tout intervenant, consultant, éditorialiste, qui intervient dans un organe de presse, et je pense que les médias doivent faire ce travail. Merci. Est-ce que c'était une intervention de monsieur. C'était possible de prévoir l'histoire Attendez. On passe la parole à monsieur. Oui, alors je suis Manuel Saint-Jean, je suis chercheur en informatique et président de l'association Sur la Recherche, mais je vais surtout parler en tant que co-auteur d'un petit système qui s'appelle SPIT et qui a été conçu pour que chacun puisse se publier à l'époque où Internet n'était pas encore aussi grand public qu'il était devenu. Et ça m'intéresse de parler de ça parce que je vais avoir une position extrêmement provocante et caricaturale, et ce n'est pas avancé. Mais je pense que par rapport à cette question de la confiance dans le milieu journalistique, je pense qu'il faut carrément de la corriger comme ça. C'est est-ce qu'on a encore besoin des journalistes? C'est parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on vit maintenant aujourd'hui les choses. C'est-à-dire que justement, par le fait qu'il peut faire n'importe qui aujourd'hui peut publier un blog pour 3 fois rien sur Internet, il y a en fait une espèce justement de concurrence, comme on en parle dans le film, qui se fait entre les journalistes professionnels et monsieur et madame tout le monde. Et il se trouve qu'effectivement, cette baisse de confiance envers les journalistes professionnels à cause des connivences qui sont montées dans le film fait que spontanément on se dit quel degré de confiance je peux avoir en un journaliste professionnel si le milieu en arrivé là, et est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à lire un blog? Alors, il y a un problème de surinformation, on en a parlé, mais au bout d'un moment on finit par le bouche à oreille, etc., et justement Internet le permet très bien, de dire, tiens, il y a des blogs qui sont vraiment de qualité. Alors je prends par exemple, un truc que je connais très mal, le juridique, j'ai fini par apprendre qu'il y avait un blog très bien de Maître Aulas, qui est très, très didactique, qui explique très bien les problèmes juridiques sur les trucs d'actualité, etc. Donc moi je crois qu'il faut vraiment poser la question sur qu'est-ce que c'est que le rôle du journaliste aujourd'hui, et doit-il faire son métier de la même manière qu'il l'a fait pendant un ou deux siècles? C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Et moi je crois personnellement que les journaux sont appelés à disparaître en tant que journal. Des journaux comme les quotidiens, les chaînes de télévision, les stations de radio, je pense que dans un avenir relativement proche, ça va vraiment disparaître en tant que média de chaîne. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé le mot chaîne de télévision, mais déjà, ça donne pas envie de regarder. D'accord. Alors, Dominique, par rapport à cette... Est-ce que la profession va disparaître, ce qui sera un petit peu embêtant pour vous? Comment penser ça?
Moi, il me semble qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un qui recueille des informations, les recoupe, les vérifie, les remet dans leur contexte et les livre. Alors, vous appelez ça un journaliste, un fauteuil, une poire, vous faites comme vous voulez, mais cette fonction-là, elle est nécessaire. Quant au fait que c'est tous pareil, il y a des blogs, il y a des machins, ben, tant mieux. D'abord, ça veut dire un certain pluralisme, et puis ensuite, chaque citoyen choisit son journal, qu'il soit papier ou électronique. Chaque citoyen se fait lui-même sa propre opinion. C'est pas à nous de dire quelle opinion. Chacun vérifie en lisant si ce qu'il lit se vérifie ou pas. La crédibilité d'un journaliste, c'est pas lui qui le décrète, c'est vous, en lisant, en l'écoutant, qui décrétez s'il est crédible ou pas. C'est pas le journaliste qui le décrète. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de vous, citoyens, nous, pour les combats qu'on mène, d'avoir une profession qui soit un peu plus aidée, avec des cadres, avec le rééquilibrage dont je parlais, dont Jacques parlait tout à l'heure, contre les chefferies. Parce que chez nous, c'est plus des hiérarchies, c'est des chefferies, effectivement, qu'on a. Chefferie signifie quoi? Ça signifie caporalisation. Caporalisation signifie quoi? Ça signifie tout le monde dans le rang. Donc je veux dire, c'est toutes ces choses que nous avons à combattre de l'intérieur. Et pour tendre la main aux citoyens qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer, nous, au SNJ, on propose la création d'une instance de déontologie où employeurs, journalistes seraient représentés et aussi citoyens, qui pourraient s'autosaisir, qui pourraient être saisis, qui serviraient à faire une enquête sur un cas, dysfonctionnement ou pas, quel qu'il soit. Et c'est là qu'on verra que le journaliste qu'on pousse devant, souvent en disant il a mal fait, c'est une chaîne hiérarchique. Et le mot chaîne est beaucoup plus souvent justifié là. Il y a toute une chaîne de commandement. Quand un journaliste fait une bêtise, par exemple à l'antenne chez nous, eh bien, ça veut dire qu'il y en a 3 au-dessus qui sont payés pour l'empêcher de le faire, qui n'ont pas bossé. Voilà ce que ça veut dire. Et pourtant, dans le service public, on a des règles, on a 40 pages de règles, avec la charte dont je vous ai lu le début, qui est applicable et opposable dans le service public. Vous ne le connaissez pas, mais ça existe. Eh bien, quand un journaliste fait une bêtise à l'antenne, on peut tous en faire, on est tous des humains. Même moi, je suis red chef, mais bon, tout le monde peut faire des bêtises, tout le monde. Mais ça veut dire qu'au-dessus, il n'y a pas eu les filtres qui sont payés pour ça. Alors, soit ils sont incompétents, soit ils sont absents, soit ils sont veules, soit je ne sais pas quoi. Mais c'est ça que l'instance de déontologie qu'on souhaite créer devrait déterminer. Non pas pour jeter des pierres sur les gens, mais dans un but pédagogique que ça ne recommence pas. Voilà. Merci Dominique. Alors je passe la parole à Jacques. Oui, allô? Là, ça marche. Bon, je suis journaliste en activité, il faut vraiment que je vous réponde. Mais il ne faut pas jeter le journaliste avec l'eau du vin. C'est-à-dire que votre question, elle me plaît beaucoup. Et je suis très tranquille dans répondre. Très tranquille. C'est-à-dire que je sais qu'on a besoin de bons journalistes. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent dans de mauvaises conditions. Je sais qu'on a une formidable chance, c'est le numérique. Le numérique, ça nous apporte quoi? L'illusion que tout le monde peut devenir journaliste, c'est faux. Tout le monde peut commenter l'actualité par des blogs, c'est vrai. Il peut le faire très bien comme Maître Eolas dans le domaine juridique. Bravo, il en faut plein. Quelque part, on a besoin de votre expertise. Le numérique, c'est aussi l'interactivité, parce que quand on met une bêtise sur Internet, ça réagit très très vite. Pourquoi je suis tranquille? Parce que je sais qu'on a besoin d'enquête, d'investigation, et que ça c'est un sacré boulot, énorme. On a besoin de hiérarchiser l'information, et dans le magma, dans la masse d'informations, c'est redoutable. Donc ça, c'est le fondement, et ça, on en aura plus que jamais besoin. On en a plus que jamais besoin. Ce que je constate, c'est que le nombre de 37 000 journalistes, pour la première fois dans l'histoire de France, décline depuis 2 ans, pour l'instant. Chef, donc ça me pose une question de... Ouais, je ne bouge plus. Ça me pose une question de fond. Je pense que dans une société hyper sophistiquée,
on a besoin de médiateurs qui jouent le rôle, et que là, il se trouve bizarrement qu'on en a un peu moins. Et je pense que c'est pas un bon indice de la démocratie. Merci, Jacques. Alors, monsieur, puis ensuite... Bonjour, je suis Marcel Bernard, je dirige l'association Reporters d'Espoir. C'est une association qui vise à passer dans les médias des informations sur les initiatives porteuses de solutions aux enjeux de société. On trouve que dans les médias, notamment les médias d'information, il n'y a pas suffisamment d'informations sur des réponses aux enjeux de société. Alors c'est une discussion qu'on pourrait avoir sur le contenu, qui est également un débat passionnant. Moi, c'est la première fois que je voyais le film. Je peux dire que je le trouve assez écrasant. Je trouve que le débat, je suis un peu d'accord avec tout le monde, finalement. C'est un petit peu compliqué. Simplement, je crois qu'il y a un enjeu de démocratie, c'est pour ça que c'est écrasant. C'est-à-dire qu'en réalité, on aurait pu faire le même film sur la connivence politique et pouvoir financier, sur les lobbies industriels. Pour moi, le cas d'école, c'est l'information sur le nucléaire, par exemple, ou c'est le traitement nucléaire des hommes politiques, ou c'est la politique nucléaire de la France, qui n'est absolument pas démocratique. Le traitement du nucléaire dans les médias est absolument scandaleux. Donc en fait, c'est un problème réellement de démocratie et de gouvernance. Je suis assez d'accord aussi avec l'indignation, c'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à une sorte de caste de journalistes, de prétendument journalistes, qui sont en fait des gens qui défendent des intérêts privés, qui sont haineux, qui défendent pas particulièrement un système, ils défendent leurs intérêts. Et je pense qu'effectivement, il suffirait, entre guillemets, de couper les branches mortes et de faire pousser des jeunes pousses, des nouveaux journalistes. Le numérique peut être une solution, mais je pense aussi qu'il y a un travail à faire de l'intérieur. Avec toute l'honnêteté qui vous caractérise, vous défendez en fait les 37 000 journalistes, incluant ceux-là. C'est ça le problème. C'est qu'en réalité, vous ne vous démarquez pas suffisamment des gens qui vous donnent des ordres, ou qui vous payent, et qui sont à la tête de vos journaux. C'est ça le problème. Nous, on les rencontre dans le cadre de notre activité. Et en fait, on a les mêmes problèmes que vous. C'est-à-dire qu'on est confronté à des gens qui nous expliquent le monde. C'est-à-dire que c'est l'économie qui prime, vos histoires, ça n'intéresse personne. Quand on fait de la bonne nouvelle, puisque nous, on nous dégrade à la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du constructif, on ne fait pas de l'intéressant, on fait de la bonne nouvelle. La solution, c'est de la bonne nouvelle. Et en fait, la bonne nouvelle, ça n'intéresse personne. Et ensuite, il y a aussi le rôle du citoyen. C'est aussi pour ça que c'est écrasant. C'est-à-dire que tout le monde doit se prendre en main à un moment donné. C'est aussi le citoyen qui est devant sa télé à regarder les nouvelles qu'on lui offre. C'est personne d'autre. C'est-à-dire que si personne n'était devant la télé, il est clair qu'à un moment donné, les journalistes eux-mêmes seraient bien obligés de se remettre en question. Or, chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il y a un tsunami, il y a des enfants violés, etc., bon, il ne faut pas se voiler la face. On est consommateur de cette information-là. Il y a aussi une prise en main du consommateur d'infos qui doit intervenir à un moment donné. C'est un peu facile de dire les journalistes, les hommes politiques, etc. C'est nous qui votons, c'est nous qui regardons les médias, et il faut aussi qu'on fasse notre propre autocritique en tant que consommateur. Merci. Oui. Hervé Lenné, moi je m'occupe d'éthique au sens très large, je ne suis pas du tout un spécialiste de la presse. Alors, je ne vais pas revenir sur le film parce qu'il montre des choses tout à fait passionnantes, mais c'est un seul aspect, je trouve, de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler la confiance envers la presse. Moi, je voudrais parler de la question de la qualité. Et je reviens vers ce que disait tout à l'heure Jacques Trotzeau, qui parlait de pots de yaourt. Certes, vous ne produisez pas des pots de yaourt, mais finalement, vous produisez quelque chose. Les entreprises qui produisent des pots de yaourt, elles ont un certain nombre de procédures et de méthodologies de contrôle de qualité, d'audit interne, externe, et finalement, on a quand même relativement confiance dans le pot de yaourt qu'on achète. Alors pourquoi n'a-t-on pas confiance à la presse? Est-ce que vous êtes prêts, dans vos entreprises de presse, à vous soumettre à des contrôles de qualité externes? Est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre à des audits éthiques externes et pas seulement internes? Quelqu'un a dit tout à l'heure, nous avons des médiateurs. Faux, c'est pas vrai, vous n'avez pas de médiateur. Un médiateur, il est extérieur aux parties entre lesquelles il est médiateur. Il n'est pas dans l'entreprise de presse.
Moi, je dis, il y a quand même une question, là. Oui, vous produisez des pots de yaourt et vous devriez vous soumettre à des contrôles de qualité. Alors, il en existe peut-être, mais vu de l'extérieur, ça ne se voit pas, en tout cas. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce qu'une entreprise de presse est prête à accueillir des audits externes? Avec plaisir. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas entreprise de presse. Je ne suis pas employeur, surtout. Voilà, non mais, et ceci étant, est-ce que les journalistes aussi sont tellement prêts? Vous le dites, madame, et c'est remarquable, vous êtes certainement sincère. Est-ce que cette ouverture au contrôle externe est véritablement répandue dans le métier? Je n'en suis pas certain. Excusez-moi, le mot contrôle commence déjà à me choquer. Non, disons audit, mais contrôle qualité quand même. Contrôle qualité. Parce que ce que vous avez dit, c'est vrai, quand un journaliste dit une ânerie, ça veut dire que toute la hiérarchie est en cause. Mais un contrôle qualité, c'est exactement ça. C'est le contrôle, je m'excuse du mot, il faut le dire, c'est le contrôle des procédures internes qui font que un gars, il ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'il y a des procédures internes. C'est pour ça que nous voulons offrir une instance de déontologie. C'est exactement pour ça. Et pour l'ouvrir justement aux citoyens. Moi, il me semble que franchement, l'information ne devrait pas être traitée comme un pot de yaourt et comme une marchandise. L'information devrait être traitée comme un bien public et c'est bien la question que pose le film. J'étais sensible à la fois à ce que disait M. Trenso à propos de la qualité, du fait que le métier de journaliste, effectivement, fait appel à un savoir-faire, le fait de pouvoir produire des enquêtes, par exemple, ce qui est d'ailleurs de plus en plus rare. C'est très compliqué et très cher de payer des véritables enquêtes dans le journalisme. J'étais assez intéressée aussi par ce que disait M. Dreyfus à propos du problème de la représentativité du monde journalistique par rapport à la population dans sa diversité. Donc effectivement, là il y a vraiment un problème crucial que pose le film. Alors tout à l'heure j'ai entendu que le film était idéologique. Alors ça c'est le genre de formule dont on se demande ce que ça veut dire. Idéologique, de quelle idéologie on parle? Moi ce qui me semble important c'est qu'effectivement ces problèmes graves qu'on mentionne dans l'état de la presse en France véhicule aussi une idéologie. Et on sait laquelle, l'idéologie justement de la marchandise, du fait qu'aujourd'hui tout se vend et c'est ça qui domine le monde et le journalisme devrait résister à cette question-là. Je voudrais mentionner aussi pour information qu'un livre vient de sortir qui s'appelle « Les patrons de la presse nationale, tous mauvais », un livre qui sort chez La Fabrique de Jean Stern et qui, là aussi, essaye, pourtant lui-même ayant occupé des positions aussi bien à Libération qu'aux Nouvelles Économistes, je crois, et à la Tribune, mais je crois aussi qu'il a été aux Nouvelles Économistes à une époque. En tout cas, voilà, je vous recommande la lecture de ce livre, et effectivement, je pense qu'il y a des questions de responsabilité de tous, mais aussi des problèmes que pose tout ce qui vient d'être dit ici, et notamment, je pense, la question de la qualité de l'information et qui est relative, qui est liée à la question de la concentration économique et liée aussi parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de courroie de transmission du tout entre le fait qu'il y a des capitalisations dans la presse aujourd'hui, c'est évident, c'est mentionné d'ailleurs par les tenanciers des chefs de file du journalisme, eux-mêmes le disent qu'ils sont soumis au pouvoir du capital, c'est mentionné même par François-Olivier Gisbert, donc voilà, c'est véritablement une liaison dangereuse, on peut dire. Bon, alors, il y a deux sujets que j'aborderai, je vais passer la parole à Manola Gardez et à Jacques, et pour terminer notre soirée, il y a deux sujets sur lesquels je voudrais revenir, c'est le problème de la compétence, qui a été évoqué, et puis celui de la gouvernance. Mais avant cela, Donc, Manola Gardez, je suis directrice d'une association qui s'appelle Alliance internationale de journalistes que j'ai créée il y a 6 ans. La première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas journaliste, je ne l'ai jamais été, et je ne le serai sans doute jamais. Je travaille pour et avec les journalistes, mais je suis du côté du public. Cette association a pour but de justement, je voulais répondre à Monsieur Reporter d'Espoir, dont je connais les travaux, de dire que effectivement la responsabilité des journalistes, c'est le fil rouge de l'association, c'est là-dessus que l'on travaille, éthique, déontologie, qualité de l'information, etc., ce sont tous nos sujets, mais qu'en parlant de responsabilité des journalistes et des médias envers la société, il fallait aussi que nous, publics, nous posions le problème de notre responsabilité en tant que public. Pour y répondre
dans la mesure de mes moyens, on est en train de créer des outils pour ça. Et il y a plusieurs outils. Il y a entre autres, avec Yves Agnès, on a créé l'association de préfiguration d'un conseil de presse. L'instance de médiation dont parle Dominique n'est autre que ce qu'on appelle dans beaucoup de pays au monde. Il faut quand même savoir que la France est l'un des derniers pays démocratiques qui n'a pas de conseil de presse, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans les autres pays. Tous nos voisins en ont. Il y en a plus de 100 dans le monde qui existent. La France n'en a pas. La France l'a refusé au niveau de la profession, mais aussi au niveau de son public. Et cela depuis 1898. Il est urgent aujourd'hui de créer cette instance de médiation qui va permettre effectivement d'avoir un contrôle comme monsieur le demandait, qui va pouvoir permettre aussi au public et aux journalistes eux-mêmes de porter à la connaissance de tout le monde des problèmes ou même des bonnes pratiques. Pour répondre, vous êtes dans la bonne information, nous on veut aussi pouvoir valoriser les bonnes pratiques. Je crée avec l'Alliance un autre outil qui peut vous servir, qui est le panorama des démarches éthiques de presse. C'est un recensement des pratiques éthiques, de 33 pratiques éthiques que mènent déjà vos médias. Vous pouvez aller voir dessus, sur ce site, quels sont les médias qui œuvrent d'une certaine façon pour une qualité de l'information, qui œuvrent pour des pratiques déontologiques. Je voudrais rappeler que M. Kempf, qui n'est plus dans la salle, s'il est encore là, nous avons eu le plaisir, parce que je participe à l'organisation des Assises internationales du journalisme, qui n'est pas un événement corporatiste, comme son nom l'indique, mais qui est tout ouvert au public, qui a lieu tous les ans à l'automne, et le public y est invité. On a tous ces débats-là. À chaque fois, le problème de la transparence des économistes et des experts en général a été posé cette année dans un atelier où M. Kempf était présent, et la méthode de dire dans tous les médias ou à chaque émission ou de radio ou de télévision, de pouvoir dire d'un expert ce qu'il est vraiment et sa carte de visite complète, ce sont des choses qui sont absolument faisables. Vous le demandiez, monsieur, c'est des choses qui doivent pouvoir se réguler aussi à travers les outils dont Dominique a parlé, qui sont la reconnaissance de l'équipe rédactionnelle, les chartes qui existent au niveau interne des médias, mais qui ne sont pas reconnues au niveau national, comme dans d'autres pays dans le monde, etc., etc. Je voudrais juste vous dire que je travaille aussi, pas seulement au niveau national, mais qu'on essaye de faire bouger l'Europe, et que dans quelques semaines, en 2013, début 2013, je vous invite à aller signer l'initiative européenne citoyenne que l'on vient de lancer sur le pluralisme des médias, pour que la Commission européenne et le Parlement européen prennent leurs responsabilités eux aussi. Ils ont accepté enfin de reconnaître que le pluralisme des médias était dans les compétences de la Commission européenne, et nous avons donc lancé cette initiative citoyenne que je vous invite à signer pour soutenir le fait que la Commission puisse devenir contraignante auprès des 27 États membres pour que le pluralisme des médias soit une réalité en Europe. Merci Manola. Moi, je passe un tour parce qu'il est déjà tard. Roland. Juste un mot. Je suis un petit peu inquiet, donc c'est en tant que naïf que je pose la question. Je suis un petit peu inquiet, je me demande dans quelle mesure on n'essaie pas de traiter le mal d'une manière homéopathique. Parce que finalement, les solutions proposées, c'est des solutions juridiques ou déontologiques, pour la très vite, en tout cas pour moi procédurales, pour aller vite, formelles. Effectivement, ça me paraît un des symptômes de notre civilisation des mœurs, c'est notre problème, c'est que c'est la de l'état, ou bien alors information des consommateurs d'opinion. Et je me demande à quel moment justement, les journalistes ont
considéreront, pourrait-on dire, leurs lecteurs, nos auditeurs, etc., comme des citoyens. Donc la question que je pose. Moi aussi, je suis absolument persuadé, à contrario de ce que disait Emmanuel, je suis persuadé qu'on aura toujours besoin de journalistes, et à condition qu'ils puissent faire leur métier. Alors, ils peuvent ne pas le faire parce qu'il y a effectivement des intérêts économiques, financiers, politiques, etc. Ils peuvent ne pas le faire, mais ils peuvent pour des autres raisons, mais ils ne le font pas aussi parce que nous sommes dans un certain type de société. Et moi, je me demande comment on pourrait aujourd'hui traiter les mots dont on se plaint et que le film met parfaitement en scène. Et je me demande comment on pourrait les traiter par une autre voie que les causes qui ont produit justement ces mots. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, de quelle manière vous pouvez restituer au public, aux lecteurs, aux auditeurs, sa position de citoyen. Hegel disait qu'aujourd'hui on lisait le journal le matin comme avant on allait à la prière. Bon, c'est une façon aussi de donner justement aux médias ce pouvoir du sacré qui effectivement pèse beaucoup sur l'opinion. Donc, comment est-ce que vous allez exercer votre sacerdoce pour nous prendre pour des citoyens et pas des consommateurs bien ou mal informés? Alors, je ne sais pas si le point que j'ai abordé là, rapidement, répond à ce que dit Roland à l'instant. En tout cas, ça rebondit sur un point qui est évoqué, c'est celui donc, de la compétence et du professionnalisme des journalistes, qui les distingue des blogueurs lambda, si je puis dire. Et cette question de compétence, je vous soumets une remarque que j'ai eue hier d'un DRH, d'un des grands groupes de médias audiovisuels, donc qui ne pouvait pas être là ce soir, mais pour qui le problème de confiance dans les médias avait beaucoup à voir avec le problème de compétence des journalistes. Et cette personne me disait, notamment, il ne faut plus distribuer aussi facilement la carte de presse qu'on la distribue aujourd'hui. Il faut des journalistes qui soient passés par des écoles de journalisme, notamment. Voilà, c'était une des remarques de cette personne. Alors, je passe la parole à Corinne Marc parce que je crois qu'elle n'est pas forcément d'accord avec ce point de vue. Non, justement, je ne suis pas du tout d'accord parce que le problème essentiel chez les journalistes, c'est qu'ils font tous les mêmes écoles. Et que l'une des raisons pour lesquelles on a ce genre de documentaire et qui dénonce justement la pensée unique, c'est justement ça, c'est qu'ils font tous les mêmes écoles, ils ont à peu près le même parcours. Et en fait, un bon journaliste, pour moi, selon moi, puisque moi aussi je suis passée par une école, mais qui n'est pas reconnue forcément par mes pairs, c'est devenir... le métier journaliste, à la base, c'est quand même une vocation. Et quel que soit votre horizon, vous pouvez par exemple avoir été ouvrier, mécanicien, avoir envie de vous intéresser à cette discipline, développer beaucoup de connaissances, etc. en étant autodidacte. Et vous avez le droit, du coup, de devenir journaliste. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas le faire. Or, aujourd'hui, il y a des critères d'accès à ces écoles qui sont extrêmement drastiques. On vous demande un certain nombre de diplômes, vous passez des concours, et si vous avez été bien formaté, vous êtes capable de répondre aux bonnes questions, il n'y a pas de problème, non seulement vous ferez l'école, mais en plus vous serez embauché. Mais par rapport à ça... un peu quand même, puisqu'il y a des conventions qui sont passées entre les écoles et les éditeurs de presse. Oui, mais la majorité des journalistes sortant des écoles ne trouvent pas d'emploi. Oui, mais les autres non plus. C'est ça la différence. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait ces écoles de journalisme et qui par contre souhaitent un jour le devenir, ne trouvent pas d'emploi du tout parce qu'ils n'ont aucun contact et aucun réseau. Donc on n'a pas de... Je ne crois pas que ce soit un problème de compétence de journalistes. Il y a des gens qui sont très compétents parmi les journalistes. Le vrai problème, c'est le problème de contre-pouvoir. Le problème, c'est quoi? C'est que dans ce film, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont des pleins de pouvoir. Des journalistes qui sont carrément jugés partis. C'est ça que l'on voit. On voit des économistes qui sont journalistes. On voit des gens qui ont des compétences et qui sont journalistes et qui n'ont absolument rien à voir avec le journalisme. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Dans ce film, on voit que finalement, par exemple, monsieur l'économiste, il est parti à l'école. C'est dommage, parce que... Alors simplement, je voudrais terminer avec Corinne Marc, pardon. Parce que lorsqu'on s'est parlé, vous m'avez dit que vous
vous m'aviez évoqué cette question de formatage des écoles telles que vous le décrivez, mais vous m'aviez aussi dit que pour vous, le problème c'était de retirer leur carte de presse aux journalistes qui ont fauté, ou enfin je ne sais pas si le terme fauté était juste, mais enfin... Plutôt que de se poser la question en partant d'un préjugé, c'est-à-dire est-ce qu'on accorde trop la carte de presse, moi je pense qu'à partir du moment où un journaliste fait bien son métier, il n'y a rien à dire. Par contre, à ceux qui, par exemple, ont truqué des interviews, comme c'était le cas de PPDA, etc., qui ont continué ou qui font des ménages et qui continuent de bénéficier de la carte de presse qui donne un certain nombre d'avantages, comme notamment, ah bah quand même, la carte de presse, vous avez une déduction fiscale, ça je pense que les gens qui ne sont pas du métier... C'est le bulletin de salaire. Ah non, vous n'avez pas la carte de presse, vous ne pouvez pas bénéficier de cette déduction fiscale. Ah bah alors, je suis peut-être mal informée, mais j'en doute quand même un peu. Et un bulletin de salaire sur lequel il y a écrit journaliste. Si on est déclaré, oui, on peut avoir les 30%. Sur lequel si on est journaliste. Ah mais sans avoir la carte de presse? C'est le bulletin de salaire. D'accord, alors excusez-moi, je viens de commettre une erreur, de dire une ânerie. Donc, en tous les cas, du coup, j'ai perdu le fil de ma question, enfin de ma réponse. Je ne sais plus. Il faut retirer leur carte. Oui, je pense que, en fait, voilà, c'est-à-dire que quand c'est le problème du coup d'une autorité de contrôle qui, je vais peut-être dire encore une bêtise, à mon sens, n'existe pas réellement sur l'exercice de nos métiers. Voilà. Si je puis dire deux mots là-dessus. C'est vrai, mais cette profession n'est absolument pas organisée, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire, vous venez de le rappeler, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer cette profession. Il n'y a pas donc d'école de diplôme, il n'y a pas de règles de l'art, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit quelque part comment d'une façon un peu réglementaire, comment est-ce qu'on exerce la profession de journaliste, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'instance de déontologie, il n'y a pas de code de déontologie qui soit reconnu par l'ensemble de la profession. Dominique a rappelé tout à l'heure qu'il y a des codes, notamment celui du SNJ, qui est le premier, mais elles ne sont pas reconnues par l'ensemble de la profession. Et donc, si vous voulez, la profession, elle a deux choses. Elle a la carte de presse, loi de 1935, qui est la reconnaissance par la société du rôle social des journalistes. Et il y a d'autre part la convention collective qui a été signée pour la première fois en 1937. Voilà, on n'a que ça. Et donc c'est une profession désorganisée. Mais c'est pas pour autant que nous voulons un contrôle rigide pour les fautes commises. Nous pensons que comme ce type de contrôle a toujours été refusé par la profession depuis plus d'un siècle, il faudrait peut-être mieux commencer. Et bien entendu, je suis d'accord, nous sommes d'accord entre le SNJ et l'association que je préside dans ce domaine, pour qu'une instance de déontologie, elle émette des avis qui soient avant tout une sanction morale et qui ait un rôle pédagogique, comme l'a rappelé tout à l'heure Dominique, avant de parler de sanctions. Vous savez d'ailleurs, il y a des sanctions dans l'audiovisuel pour les chaînes. Hein. Le CSA s'occupe de déontologie. Il n'a rien à voir avec les journalistes. Il ne sanctionne ou il ne fait des réprimandes qu'aux directions, hein, aux entreprises. Eh bien, les journalistes n'ont jamais admis que le CSA s'occupe de déontologie. Ça ne devrait pas être son rôle. Bien. Qu'on aborde en 10 minutes maximum avant de laisser rentrer vous coucher parce qu'il est quand même tard. Un dernier point qui est quand même très important, qui est celui de la gouvernance des médias, ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Effectivement, une idée dont j'ai vu avec surprise qu'elle figurait dans la plateforme, je crois, 2012 du SNJ, par rapport à cette question de gouvernance qui a été évoquée, de capacité à avoir un équilibre des pouvoirs et des influences dans les médias, qui pose problème. Il est évoqué dans le SNJ le fait d'envisager des structures juridiques qui soient des sociétés coopératives, et plus précisément ce qu'on appelle aujourd'hui des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui ont pour caractéristique d'appuyer un projet, d'exister lorsqu'il y a un projet d'intérêt général, avec un intérêt généralement avec une dimension territoriale forte, et qui ont pour caractéristique sur le plan de l'actionnariat de permettre à des bénévoles, des salariés,
mais aussi des actionnaires financiers ou industriels, mais également des investisseurs publics, notamment des collectivités territoriales, de coopérer et finalement d'être co-sociétaires d'une même structure juridique qui n'a pas une vocation capitalistique au sens où les bénéfices doivent être réinvestis quasi intégralement dans le projet lui-même, mais qui permettent d'équilibrer les pouvoirs, parce qu'il y a des formes de collèges, de différents collèges. On peut s'assurer que les investisseurs financiers n'auront pas des droits de vote supérieurs aux salariés, ou enfin bref, il y a un équilibre des pouvoirs assez original, ça existe depuis une dizaine d'années. Et donc j'ai vu avec surprise effectivement que c'était évoqué dans la plateforme du SNJ. Alors j'en avais parlé avec M. Dreyfus qui m'a dit que le monde n'était pas très différent de ça, mais qu'est-ce que vous pensez de ce genre de formule? Moi ce qui me frappe, c'est que les médias qui sont mis en cause dans le film, souvent juste de titre, ne sont pas des médias de presse. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est un film qui traite de médias audiovisuels, globalement, et quand on se parle d'indépendance et de choses à réformer, on parle de presse écrite. Donc on parle de deux choses complètement différentes. Nous, on est organisé effectivement au monde de manière assez particulière, c'est-à-dire que les sociétés de rédacteurs ont une minorité de blocage, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de refuser toute modification statutaire. Il y a un contrôle extérieur, c'est-à-dire le comité d'éthique c'est présidé par est composé de gens extérieurs, donc on a un contrôle extérieur. Mais je pense que le cas du monde n'est pas pertinent. On a un tel désaveu global du système médiatique, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des règles qui s'appliquent pour tous si on veut que la perception de nos médias ou de notre métier évolue. Or, on a globalement une désaffection croissante des jeunes générations des médias institutionnels. On peut le regretter, on peut lutter contre ça, mais c'est une réalité. Et donc, je pense que, j'entendais Yves Agnès, et je me faisais la réflexion que répondre point par point en citant Le Monde et la Roi n'est pas à la hauteur du problème, c'est un problème plus général. Et ce que vous montriez dans le film, c'est des enjeux importants, essentiels même, mais qui concernent, en tout cas en termes d'illustration, les médias audiovisuels. Et répondre par des systèmes coopératifs compte tenu des enjeux audiovisuels, malheureusement, n'est pas à la hauteur des problèmes. Donc on peut construire des gouvernances, notamment en donnant aux sociétés de personnel, aux sociétés de rédacteurs, des droits particuliers pour éviter, pour qu'il y ait des cordes de rappel, qu'il y ait des instances extérieures. Moi j'y suis favorable parce que je pense que c'est dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire que plus le public a confiance dans un média, plus il le consomme, plus le média marche et plus les actionnaires en profitent. Donc il y a un système assez vertueux. Mais je ne pense pas que des structures coopératives suffisent à modifier le fonctionnement de TF1, la perception que les jeunes ont des grands médias audiovisuels, et c'est de ça dont on parle. La presse écrite, malheureusement pour moi, est un média de niche qui ne fait plus l'opinion. Donc on peut être aussi vertueux qu'on essaye de l'être au monde, et je pense que c'est la même chose à France Télévisions. L'exercice médiatique, c'est d'abord un exercice d'humilité quotidienne. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des règles, on a beau avoir des professionnels très rigoureux, une fois par an, on peut faire une erreur qui ne fait qu'accréditer ou aggraver la perception de fragilité de notre système. Donc il faut qu'il y ait une règle générale, mais je ne suis pas sûr que ce soit la structure capitalistique qui est aveugle pour nos lecteurs ou pour le public qui suffise à corriger ça. Alors si vous aviez, pour le coup, et on terminera peut-être notre soirée là-dessus, si vous aviez une recommandation, peut-être une idée, une piste de progrès à votre avis sur le plan de la gouvernance et du financement des médias audiovisuels avec ces besoins très importants que vous définissez, enfin que vous évoquez, qu'est-ce qui pourrait faire bouger les lignes? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer comme changement en la matière? Moi je pense que si on arrive à ce que les personnels et notamment les rédactions soient plus systématiquement associés à la gouvernance, présentes au conseil d'administration avec des droits de vote réels et pas seulement une capacité à assister, donc une participation active à la gouvernance, on a globalement des systèmes vertueux qui se mettent en place. Aujourd'hui, on en est très loin dans tous les médias, donc je pense qu'on a une vraie marge de progression, mais c'est comme ça. Si on arrive, nous on considère, en fait, dans les médias dans lesquels je suis allé, que l'information est un bien commun et qu'il faut qu'on arrive à rassembler tous ceux qui la construisent autour des mêmes objectifs. Donc tant qu'on n'aura pas
des rédactions véritablement impliquées en termes de gouvernance, c'est-à-dire associées à la gouvernance, on aura du mal à faire progresser ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie tous, aussi bien les intervenants que... Enfin, vous étiez tous intervenants, en l'occurrence, hein, parce que vous avez été nombreux à participer à ce débat. Un grand merci, et nous serons ravis de vous revoir pour de prochains débats qui ne manqueront pas de jalonner l'année 2013. Bonne soirée à tous.